Voilà, avec Marie-Benoît Magrini, qui est donc économiste à l'INRA, département Sciences pour l'action et le développement, et donc aujourd'hui avec une intervention sur la construction de la valeur des légumineuses à graines, point de vue d'une économiste. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la Fondation Louis Bonduelle pour l'initiative de cette rencontre sur le regard des sciences humaines et sociales. Et pour ma part, au sein de l'INRA, mes travaux de recherche portent essentiellement sur la compréhension des dynamiques d'innovation dans les filières agro-industrielles. Et actuellement, une grande partie de mes travaux sont sur la question de la relance des légumineuses à graines en France et plus largement en Europe. Et ce sont donc ces cultures qui sont actuellement mises à l'honneur dans le cadre de l'année internationale. Donc, mes travaux sont conduits essentiellement en interdisciplinarité avec les agronomes, avec aussi les nutritionnistes de l'INRA et également avec des zootechniciens pour les usages en alimentation animale. Donc ici, je vais vous présenter en fait une synthèse de ma réflexion pour essayer d'interpeller à la fois les politiques publiques et puis aussi les stratégies des acteurs privés sur la question de cette relance des légumineuses. Et je vais commencer ici mon propos sur le problème de la valeur qui affecte ces légumineuses. Ça a été dit par les exposés de mes collègues à l'instant. L'environnement n'a pas été propice à créer une valeur autour de ces légumineuses. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer des nouvelles tendances qui peuvent aider à reconstruire cette valeur ? Donc mon propos ici va être ciblé sur les légumineuses à graines, mais bien entendu, ça pourra s'appliquer à plus largement la question de la place du végétal dans l'alimentation. Donc revenons ensemble en introduction sur le problème qui nous est posé. Donc ça a été rappelé, ici c'est bien connu, les légumineuses ont de nombreux bénéfices, autant pour la production agricole, du fait qu'elles ont cette propriété unique dans le règne végétal de pouvoir fixer l'azote de l'air, elles ne nécessitent pas d'apport d'engrais azotés et en plus elles laissent un reliquat d'azote pour les cultures suivantes. Et vous savez que dans le secteur agricole est un contributeur des gaz à effet de serre en France, à hauteur quasiment de 20% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Et au sein de ces 20%, la moitié sont dues justement à l'utilisation de ces engrais azotés par le processus de nitrification de l'azote qui, comme l'avait rappelé Nicolas, est un gaz à un pouvoir réchauffant très important. Elles ont aussi un bénéfice en termes de diversification des grandes cultures et d'allongement des rotations. Aujourd'hui, un des enjeux de la production agricole française est de s'orienter vers ce qu'on appelle l'agroécologie, de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Et pour cela, il faut augmenter la diversité cultivée. Donc elles peuvent aussi contribuer à cet enjeu de la transition agroécologique. On a aussi au sein de l'INRA des expérimentations agronomiques qui visent de nouveaux systèmes de culture comme les cultures associées, où vous cultivez sur la même parcelle des céréales et des légumineuses. Et il a été montré, maintenant on a suffisamment de recul sur ces expérimentations, qu'à bas niveau d'intrants, vous arrivez à augmenter jusqu'à 20% le rendement à l'hectare. Donc des systèmes aussi qui peuvent réinvestir les légumineuses. Et côté alimentation, je ne vais pas les rappeler, c'est connu ici de tous qu'elles sont aussi bonnes donc, pour les hommes que pour les animaux par leurs propriétés nutritionnelles. Donc tout ceci vient d'être synthétisé dans un ouvrage où l'INRA s'est associé avec le nouveau Institut technique Terre-Innovia pour faire un bilan des connaissances sur les légumineuses. Donc cet ouvrage est aujourd'hui téléchargeable gratuitement sur le site des éditions Quae et vous retrouverez des éléments de mon propos dans cet ouvrage. Donc, dans le cadre de cette année internationale, ces bénéfices sont largement remis en avant par la FAO partout dans le monde entier, et y compris en France, où vous avez notamment la FNLS qui a organisé une campagne de communication qui a choisi de viser plutôt un jeune public en attribuant donc ces vertus nutritionnelles à des vertus de super-héros pour essayer de revaloriser cette consommation chez les plus jeunes. Cependant, malgré tous ces bénéfices, force est de constater que ces légumineuses sont peu produites et peu consommées en France. Vous savez qu'elles représentent moins de 2% de l'assolement de nos grandes cultures. On en consomme moins de 2 kg par an par habitant. C'est une des moyennes les plus faibles au monde. Et le peu que l'on consomme est aussi en grande partie importé. Ça peut atteindre jusqu'à 80% de notre consommation qui est importée selon certaines espèces. Elles sont également de moins utilisées en alimentation animale. J'y reviendrai un petit peu dans cet exposé. Et pourtant, l'Europe a essayé de relancer ces cultures à plusieurs reprises, à grand renfort de subventions sur ces cultures, essentiellement les cultures protéagineuses.
Et pourtant, force est de constater qu'on n'arrive pas à pérenniser la relance de ces cultures en France et en Europe, alors que d'autres pays, notamment le Canada, ont réussi à relancer leur production, leur consommation. Donc la question française qui m'a été posée à l'INRA, c'est essayer de faire un bilan de pourquoi on n'arrive pas à les relancer et quels pourraient être les leviers d'action pour leur relance. Donc je vais revenir avec vous essentiellement sur des grands facteurs explicatifs. Le premier facteur explicatif, ce que je vous disais, c'est vraiment le problème de valeur qu'il y a derrière ces cultures. On a réalisé une grande enquête auprès d'agriculteurs en France et le premier frein qui est revenu chez les agriculteurs, c'est le fait que la rémunération qu'ils perçoivent sur ces cultures est jugée insuffisante par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent réaliser sur d'autres cultures. Donc il y a un écart de compétitivité entre ces légumineuses et les autres cultures qui s'est construit au fil du temps et qui aujourd'hui, il faut essayer d'arriver à corriger si on veut relancer ces cultures. Donc je vais revisiter avec vous les grands facteurs qui ont contribué à construire, si vous voulez, cet écart de compétitivité entre ces légumineuses qui font figure de cultures mineures par rapport à des cultures majeures en France, comme par exemple le blé. Donc le premier facteur, il est très simple à comprendre, c'est que ces légumineuses, elles ont un bénéfice agro-environnemental important, mais que nos économies de marché ne le prennent pas en compte. Ça, c'est un des problèmes du capitalisme qui ne prend pas encore compte ces bénéfices environnementaux qui ne transitent pas spontanément par les mécanismes de prix. Alors comment on peut essayer de redonner de la valeur à ces cultures pour renforcer un signal auprès des acteurs? Il y a d'abord l'affichage environnemental. On sait qu'au Canada, c'est une stratégie qui a été développée pour relancer cette culture légumineuse, avec notamment le logo Healthy People, Healthy Planet, pour valoriser les produits issus de ces légumineuses. En France, on a peu de mentions dans ce sens-là. Et ensuite, ça peut être aussi de rechercher une valeur monétaire dans ce bénéfice environnemental. Et là, aujourd'hui, vous avez certaines stratégies de coopératives, comme le groupe InVivo, qui a organisé un marché domestique carbone autour des légumineuses. Donc, les coopératives qui s'engagent à augmenter l'assolement en légumineuses peuvent quantifier le bénéfice en termes de gaz à effet de serre. Et ce bilan carbone peut être revendu soit sur le marché carbone, soit dans des ventes de gré à gré, entre des acteurs du secteur agricole ou d'autres acteurs qui veulent améliorer l'affichage de leur bilan carbone vis-à-vis notamment du consommateur. Donc ce sont des dispositifs qui se développent, mais qui resteraient à consolider et à améliorer. Le deuxième point, c'est le fait que cette légumineuse, je l'ai rappelé, elle bénéficie à ce bilan agro-environnemental et donc il y a de fortes interactions interannuelles au niveau du système de culture. Le problème aujourd'hui qu'on observe, c'est que ce bénéfice interannuel, il est très mal pris en compte par les agriculteurs. En fait, pour le révéler, ce bénéfice-là, du fait que la légumineuse ne nécessite pas d'engrais et en plus elle laisse un reliquat d'azote qui permet de réduire les apports d'engrais sur la culture suivante, notamment sur les blés. Et en plus, il y a eu des expérimentations qui ont bien mis en avant, les travaux de l'INRA le mettent bien en avant, que ça peut améliorer le rendement du blé tout en réduisant les apports. Et en même temps, ça peut augmenter aussi la teneur en protéines. Mais ce bénéfice-là, en général, il est attribué à la marge du blé et pas à la marge de la légumineuse, parce que l'agriculteur tend à conduire des évaluations annuelles de ses marges et pas des évaluations interannuelles. Et ce que l'on observe, c'est le fait que le conseil agricole tend aujourd'hui à être trop fortement séparé entre un conseil technique et le conseil comptable. Si vous voulez, l'agriculteur, soit il discute avec son conseiller technique de coop, soit il discute avec son comptable, mais rarement avec les deux en même temps. Et donc, un des leviers pour refaire prendre conscience à l'agriculteur du bénéfice qu'il aurait à réinsérer une légumineuse dans sa rotation, c'est notamment de développer la comptabilité analytique à l'échelle de l'exploitation. Ces comptabilités analytiques sont actuellement peu développées au niveau des exploitations agricoles. Donc là aussi, il y aurait un enjeu à redéployer de nouveaux systèmes de conseil pour revaloriser ces espèces dans les systèmes agricoles. Maintenant, je vais revenir sur un troisième facteur qui est un peu plus complexe à appréhender, qui va faire appel un peu à l'histoire, mais sous l'angle un peu de l'économie. À ces difficultés d'évaluation des légumineuses, il y a eu aussi une construction au fil du temps d'un rapport de compétitivité différencié. Ça a été dit par Nicolas tout à l'heure, l'environnement n'a pas été favorable au développement des légumineuses. On n'a pas cherché à les promouvoir, on n'a pas cherché à les développer dans nos systèmes agricoles et systèmes alimentaires. Et ce que les économistes utilisent comme théorie pour expliquer en fait la construction des systèmes de production au fil du temps, au fil des décennies,
C'est une théorie qu'on appelle les rendements croissants d'adoption. C'est dire qu'un choix productif initial, il se renforce au fil du temps. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a mis le paquet sur les céréales et les céréales fertilisées, avec des engrais de synthèse. Et les céréales ont connu un fort développement et une augmentation de leur compétitivité, surtout en Europe. Et donc, j'ai repris une phrase d'Arthur, qui est un des théoriciens économiques à travailler sur ces théories, qui résume bien en fait cette théorie-là, c'est de dire que finalement, une technologie, au départ, elle n'est pas forcément choisie parce qu'elle est la meilleure, mais elle va devenir la meilleure parce qu'elle a été choisie et qu'on va investir, voire peut-être surinvestir sur cette technologie. Donc, à titre illustratif, on peut réobserver le différentiel des rendements blé et pois. On voit bien le décrochage des rendements qui s'est opéré progressivement entre le pois protéagineux, qui est la principale légumineuse à graines cultivée en France, par rapport au blé. Je rappelle qu'en Europe, et particulièrement en France ou en Allemagne, nous avons les rendements les plus élevés sur la culture céréalière du blé. Donc pour les autres cultures mineures, c'est très difficile de rivaliser et d'inciter les agriculteurs à les cultiver, alors que leur rendement est moins élevé. Donc je vais revenir assez brièvement sur les grands facteurs historiques et les mécanismes en fait, économiques qui ont contribué à construire ce différentiel de compétitivité. Donc là, on remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Certains d'entre vous savent qu'il y a eu des accords commerciaux assez importants entre les États-Unis et l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec une entente sur le fait que l'Europe pourra bénéficier progressivement de droits de douane, pourra exporter plus facilement ses céréales, tandis que les États-Unis pourront exporter leur soja en Europe. Et en Europe, on a le développement des élevages et le soja va devenir une mine pour l'alimentation des élevages. Et ces accords historiques, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on est en fait dans une situation d'urgence alimentaire, on est en pénurie alimentaire, donc on met le paquet sur le céréal, on développe la viande, et donc on a les États-Unis qui peuvent exporter du soja pour alimenter les élevages. On est dans l'urgence. Les politiques de l'époque n'ont probablement pas mesuré toutes les conséquences de long terme que ces choix-là allaient avoir, de par différents mécanismes économiques que je vais vous présenter et qui ont contribué finalement progressivement à spécialiser l'agriculture française autour des céréales et qui a également concentré les élevages à proximité dans certaines régions qui sont à proximité des ports. Et pourquoi à proximité des ports? Parce que c'est là qu'arrivaient les cargos de soja. Donc je vous rappelle ici les grands mécanismes économiques qui ont contribué à renforcer ce choix productif initial. Bien évidemment, dans une logique d'économie d'échelle, il est plus rentable d'amortir des investissements sur un petit nombre d'espèces. Et ça, on l'a observé que ce soit pour l'activité de sélection variétale, que ce soit pour l'activité de transformation agroalimentaire, l'organisation de la logistique aussi des coopératives. Donc les économies d'échelle ont contribué à spécialiser les systèmes de production. On est aussi dans ce qu'on appelle des économies de réseau. C'est très simple à comprendre. Plus vous avez un nombre d'adoptants sur une façon de faire, sur une façon de produire, et par exemple sur l'adoption des céréales, plus les connaissances se diffusent et plus les performances augmentent parce que vous avez des apprentissages nécessairement qui se créent. Vous avez bien sûr des interdépendances entre les secteurs d'activité. La France est devenue autosuffisante, l'Europe même plus largement, est devenue autosuffisante dans sa production de céréales et de blé au début des années 80. On est devenu autosuffisant. Et pourtant, on continue à produire un peu plus de céréales. Pourquoi? Parce qu'on développe aussi une capacité à l'export et qu'on a consolidé les savoirs et les connaissances autour des céréales. Si on regarde aussi la consommation alimentation humaine, on sait que par moyenne par habitant, on a augmenté progressivement sur les dernières décennies la consommation de blé. On est à peu près autour, on va dire, de 100 kg de blé par an par habitant, alors qu'on est à moins de 2 kg de légumes secs par an par habitant. Les connaissances, le paradigme dans lequel on construit les connaissances est fondamental et je vous ai rappelé qu'on a des biais d'évaluation justement sur le bénéfice de la légumineuse et que l'évaluation des connaissances a été ciblée sur les cultures majeures et pas sur les cultures mineures. Et bien sûr, l'incertitude sur les alternatives. Bien évidemment, quand on a développé un système qui fonctionne bien, c'est toujours difficile d'aller se tourner vers des alternatives où là, il y a eu moins d'investissement, moins de connaissances, moins de performances aujourd'hui et donc c'est difficile de changer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu donc ces fameux rendements croissants d'adoption qui se sont construits sur les dernières décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale, en faveur des céréales européennes et du soja outre-Atlantique. Donc, c'est un système qui s'est renforcé et les économistes décrivent cette situation en disant qu'on est dans une situation de verrouillage. On a beaucoup de mal à changer le système aujourd'hui, alors que réinsérer des légumineuses aurait des vertus
pour la production agricole, mais on sait aussi qu'elles auraient des bénéfices pour notre alimentation humaine. Donc cet accroissement de différentiel de compétitivité, il faut vraiment le comprendre à l'échelle du système agricole et agroalimentaire. Il n'y a pas qu'un seul secteur qui est affecté dans la construction de ce rapport de compétitivité. C'est tout le système qu'il faut changer et forcément, c'est loin d'être simple. Je vais revenir très brièvement sur l'alimentation animale parce que ce secteur-là est important à comprendre pour en fait aussi comprendre pourquoi il y a eu peu d'investissements sur les légumineuses. Il y a eu aussi une autre préférence historique qui a été choisie par l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En fait, en 1973, vous avez eu une sécheresse très importante aux États-Unis qui a créé un embargo sur le soja. Et là, il y a eu panique en Europe en se disant « mince, on n'a plus les importations de soja pour nourrir nos élevages, comment on fait ?» Et l'Europe prend conscience qu'on est très dépendant finalement de ces importations protéiques pour nourrir les élevages. Et donc va se mettre, c'est là que vont démarrer les fameux plans protéines de relance d'une culture légumineuse à graines pour l'élevage, très orientée sur les protéagineux et pas le soja, puisque le soja, c'est l'affaire des Américains. Donc on se lance sur d'autres espèces, le pois protéagineux. Le problème, c'est que ce marché de l'alimentation animale, parallèlement à ce choix politique, il a aussi profondément évolué. Le marché de l'alimentation animale fonctionne sur le principe d'une très forte substituabilité entre les matières premières. Cette forte substituabilité entre les matières premières se traduit par le fait que ça pousse à la baisse des prix. Or, je vous ai dit déjà qu'on avait un renforcement de l'écart de compétitivité entre le bénéfice sur la céréale et le bénéfice sur la légumineuse pour l'agriculteur. Donc les prix deviennent non rémunérateurs pour les agriculteurs, la production baisse. Si la production baisse, on a des petits volumes, une offre dispersée. C'est encore plus problématique pour des fabricants d'aliments de s'approvisionner en légumineuses à graines, ça augmente les coûts de transaction, et donc on se tourne encore plus vers d'autres espèces. Et donc ce marché de l'alimentation animale, sur lequel l'Europe a fait le choix de développer les légumineuses à graines en priorité, n'a pas permis de stabiliser dans le temps des investissements pérennes pour relancer ces cultures. Donc la question qui est posée au-delà de savoir comment sont évaluées ces légumineuses et sur lesquelles je suis revenue assez rapidement en introduction, c'est aussi de se demander comment on peut recréer de la spécificité de la valeur ajoutée sur ces légumineuses et que l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de se tourner plus fortement sur le débouché de l'alimentation humaine, que ce soit pour un usage domestique ou que ce soit pour développer des exportations. Le deuxième temps de mon exposé, maintenant que j'ai expliqué un peu cette construction historique qui a défavorisé les légumineuses dans le système agricole et agroalimentaire, va être justement de réinterroger les nouvelles tendances pour savoir s'il y a une amplification vers plus de végétal. Et dans cette amplification vers plus de végétal, comment les légumineuses vont pouvoir réussir à réoccuper une place alors qu'elles sont confrontées à une situation de verrouillage technologique qui fait où on a eu moins d'investissements sur ces espèces, et donc on a un état des connaissances qui est moins important, on a des dispositifs de transformation technologique qui sont moins développés sur ces espèces. Donc, pour revenir sur cette amplification possible vers le végétal, je vais vous rappeler très brièvement, que ça a été dit tout à l'heure, le premier constat, c'est qu'on voit que la consommation de viande quand même tend à se réduire. Avec, cela dit, un changement dans la répartition des consommations de viande. Si la consommation de viande moyenne diminue, celle de volaille, par exemple, elle progresse. Et cette réduction de la consommation de viande laisse penser qu'on va arriver peut-être à atteindre progressivement les recommandations de l'ANSES, qui seraient que nos sources protéiques soient pour moitié d'origine animale, pour moitié d'origine végétale, alors qu'aujourd'hui, ce ratio est plutôt, on va dire 60% des sources protéiques sont d'origine animale et 40% d'origine végétale. Ce sont des recommandations que l'on retrouve dans la plupart des pays de l'OCDE. Donc on a ces recommandations aujourd'hui. Cela dit, on va vers un peu plus de végétal, mais en allant vers un peu plus de végétal, va donc se dessiner progressivement une deuxième transition alimentaire. Je pense qu'ici, les notions de transition alimentaire ou nutritionnelle sont bien connues. Elles se comprennent à partir du rapport qu'il y a entre ces protéines animales et ces protéines végétales. Donc la première transition alimentaire que nous, on a déjà connue après la Seconde Guerre mondiale, donc sur la dernière moitié du siècle passé, ça a été une progression des protéines animales et une réduction des protéines végétales. Transition qui actuellement occupe d'autres continents, dont l'Asie et l'Afrique. Ensuite, on arrive à un palier. Nous,
on est largement sur ce palier, mais on voit déjà, notamment pour la France, une première tendance à la baisse dans la consommation des protéines animales, vers une re-augmentation des protéines végétales. Et la question est de savoir à quel moment va s'opérer peut-être cette seconde transition alimentaire. Donc là, vous avez un rapport du BIP qui annonce une transition qui serait possible autour des années 2030 sur cette deuxième transition alimentaire. Mais la question va être de savoir, dans cette transition alimentaire, quelle place les légumineuses pourraient donc occuper. Un autre enjeu sur les tendances vers plus de végétal, c'est l'enjeu démographique lié au vieillissement de la population, qui est marqué en France, en Europe, mais qui va concerner l'ensemble du monde. Or, les nutritionnistes nous expliquent que finalement, les personnes âgées ont tendance à être plutôt carencées en protéines, alors que le reste de la population probablement mange trop. Les personnes âgées ont un déficit en protéines qui pose des problèmes de santé. Et plus on avance en âge, plus elles consomment notamment moins de viande. Donc là, il y a un enjeu aussi de recréer une offre alimentaire riche en protéines et adaptée pour les plus de 60 ans. Les nouvelles tendances aussi, elles sont parlantes, on les voit assez présentes dans les médias ou dans la presse. Dans les nouvelles tendances, là, une enquête du Crédoc qui vous rappelle que qu'est-ce que veulent vraiment les consommateurs sont souvent mis en avant, cette recherche vers plus de naturalité, achat de proximité. Nicolas Bricat en parlait, il y a une certaine défiance un peu sur le système agroalimentaire et donc on voudrait revenir peut-être aux origines. Et vous avez aussi une tendance sur un mouvement assez présent sur le végétarisme et plus fortement sur le flexitarisme. Il y a des sondages là, qui évaluent qu'en France, on a à peu près 30% des Français qui se diraient prêts à justement un jour par semaine, par exemple, avec le mouvement Veggie, de ne pas manger de viande. Donc ce mouvement Veggie, le lundi c'est Veggie notamment, qui a été promu là, par l'entreprise Sabaro sur son site internet, Carrefour qui a lancé un rayon dédié sur le Veggie. Donc on voit des signaux faibles, mais qui sont susceptibles de devenir des signaux forts et qui sont présents en France. Dans le reste du monde aussi, on voit des choses se développer. Je vous donne ici un exemple du groupe Barilla, qui a développé des pâtes associant de la farine de blé et de légumineuses, donc d'un point de vue nutritionnel, des pâtes très complètes, et qui aujourd'hui sont reprises par les institutions américaines pour essayer de développer dans des programmes d'alimentation santé aux États-Unis, où vous savez qu'il y a une prévalence de l'obésité très forte aux États-Unis, surtout chez les adolescents, de proposer ces pâtes en repas, en alternative à la viande, dans les cantines scolaires américaines. Donc ces pâtes-là sont commercialisées depuis 2005 aux États-Unis et depuis l'année dernière au Canada. Et d'après quelques données, montrent qu'il y a un réel engouement pour ces pâtes assez complètes. Sur ce mouvement Veggie, on voit aussi qu'il y a une croissance en plein essor, puisqu'on sait que ce marché des matières protéiques végétales est en plein essor. On a une étude qui recense un taux de croissance autour de 40%. Et vous avez aujourd'hui aux États-Unis les gros fonds de pension qui ont financé les Google, Facebook et autres secteurs en pleine expansion, aujourd'hui se tournent vers ce secteur-là du végétal et sont convaincus que ces protéines végétales vont occuper une place croissante dans les années à venir. Et donc là, il y a des levées de fonds assez importants dans ce secteur qui s'opèrent aujourd'hui. Donc le mouvement Veggie, c'est effectivement un mouvement qui est quand même en plein essor. Le problème, ce que je vous disais, c'est que nous, on n'est peut-être pas encore dans cette deuxième transition, mais peut-être qu'on y va. Mais la question, il y a un enjeu, nous, pour la production agricole, de revaloriser ces légumineuses dans les systèmes de culture pour avoir des systèmes de culture plus durables. Eh bien, est-ce que les légumineuses, puisqu'il y a une recherche de débouchés pour ces légumineuses, est-ce qu'elles peuvent occuper une place significative dans cette seconde transition alimentaire? Alors, je vais revenir sur un enjeu majeur qui est le rôle des institutions. Ce qu'on observe, et aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réponse sur pourquoi, dans les pays anglo-saxons, ces légumineuses ont toujours été placées en fait, comme un aliment protéique, alors qu'en France et dans d'autres pays européens, c'est classé comme féculent. Là, moi, je suis à la recherche d'une explication. Je ne sais pas où est l'origine de ce classement différencié. Toujours est-il que dans les pays anglo-saxons, où on voit que leur consommation est plus forte que dans nos pays, leur position a toujours été placée en alternative d'aliments d'origine animale. Donc vous le voyez bien ici aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, qui a justement en début d'année qui a renforcé ses recommandations nutritionnelles en incitant à manger plus de haricots et autres légumes secs pour renforcer cet apport protéique, de diversifier
ses apports protéiques. Il ne s'agit pas de devenir tous végétariens, mais c'est essayer de diversifier ses apports protéiques et de donner une place plus importante à ces légumineuses. Alors qu'en France, vous le savez, elles sont classées comme féculents. Il n'y a pas de signal important auprès du consommateur pour inciter à les consommer comme plus régulièrement. Elles sont noyées au milieu des féculents, au même titre que les pâtes ou que le riz ou autre. Donc face à ce problème des institutions déjà qui ne donnent pas une place et donc ne donnent pas de la valeur aux légumineuses dans notre consommation, je reviens à ce problème de verrouillage que je vous exposais tout à l'heure. Lorsqu'on regarde cet engouement pour les matières protéiques végétales, on voit donc qu'il y a des nouveaux produits qui apparaissent sur le marché et dans tous les marchés occidentaux. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, l'essentiel des protéines qui sont ici utilisées comme ingrédients, elles ont pour origine quoi ? Eh bien, les deux espèces majeures au monde, c'est-à-dire le blé et le soja, celles sur lesquelles les rendements croissants d'adoption se sont construits depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, comment on peut innover dans une situation de verrouillage qui a donné plus de place aux légumineuses ? Donc sur juste les quelques minutes qui me restent, je vais revenir avec vous un peu sur des explications, en revenant un peu sur des éclairages de la littérature économique sur les mécanismes d'innovation. Je vais vous présenter que deux schémas, mais deux schémas qui peuvent inspirer sur les stratégies d'innovation qui peuvent être initiées. Ce premier schéma, c'est un schéma à une échelle systémique qui a été pensé par un Danois, qui est Gils, et qui a été présenté à plusieurs reprises à la Commission européenne pour essayer de faire comprendre par quel mécanisme s'opèrent des transitions, c'est-à-dire un changement global de la société. Ce schéma, il est très simple à lire. Vous avez un contexte ambiant, sociopolitique, économique, démographique, environnemental. Aujourd'hui, je vous ai rappelé les enjeux d'avoir une agriculture plus durable. On a la pression démographique, les enjeux du vieillissement. Donc tout ceci fait pression sur le système de production en place, qui est un système très organisé au fil du temps, très cohérent au regard autant des préférences du consommateur, des positionnements des industries, des politiques qui les accompagnent, des technologies de transformation qui se sont mises en place, du paradigme scientifique. Donc c'est tout un système qui est en place et qui s'est construit au fil du temps. Ce que nous disent ces théoriciens, c'est que pour déverrouiller, il faut arriver à avoir des innovations, on va dire, un peu plus radicales, très fortes. Et que souvent, ces innovations radicales, elles proviennent plutôt de réseaux d'acteurs qui sont en dehors du système en place. Parce que le système en place, il est pris dans des paradigmes et des routines de pensée qui l'empêchent peut-être de créer plus fortement que ne le feraient des réseaux d'acteurs qui sont un peu en marge du système. Et donc, ce schéma se comprend de manière suivante. On a un verrouillage. Pour déverrouiller, il faut arriver à diffuser des innovations qui peuvent venir d'autres réseaux d'acteurs et qui vont progressivement amener un nouveau régime à s'installer. Et la question, justement, de ce nouveau régime, c'est peut-être une nouvelle place au végétal dans l'alimentation, mais aussi, plus largement ici, une nouvelle place aux légumineuses, tant dans les systèmes de production agricole qu'alimentaire. Bien avoir en tête que ces transitions sont sur des pas de temps longs. On est à minimum sur 30 ans, voire 50 ans, pour préparer ces changements à l'échelle sociétale. Hop. Donc, d'où viennent les innovations ? Hop, je suis allée trop vite. D'où viennent les innovations radicales ? Alors, je vous donne deux éclairages. La littérature, aujourd'hui, elle met l'accent que beaucoup d'innovations proviennent en fait des villes, dans le soutien qu'ont les villes aux initiatives citoyennes. Et justement, pour revenir sur ce mouvement Veggie, qui est par exemple très présent en Belgique, où vous avez les villes belges qui se sont organisées, donc ça a été à l'initiative d'élus communaux, qui se sont organisées pour, alors chez eux c'est le jeudi, donc le jeudi c'est Veggie, donc dans les restaurations collectives, dans les cantines scolaires et dans les restaurants privés de la restauration traditionnelle, il y a une forte incitation pour développer le végétal. Une fois dans la semaine, on a des menus sans protéines, sans viande. En France, on a aussi des chartes un peu similaires. Vous avez par exemple la ville d'Angoulême qui a développé une charte, bien manger c'est l'affaire tous, et qui a réinvesti en fait les régies municipales en réembauchant des cuisiniers pour cuisiner pour les cantines scolaires, donc sans faire appel à de la restauration collective, et qui dans cette réorganisation cherche justement à revaloriser le végétal dans l'alimentation. Et au niveau des légumineuses, font un gros travail avec des coopératives agricoles locales pour remettre au goût du jour ces légumineuses à graines. La ville de Montpellier a aussi adopté un repas alternatif dit éco-citoyen, sans protéines animales, dans les cantines scolaires. Donc ce mouvement s'accompagne de nouvelles chartes et ça vient beaucoup d'initiatives citoyennes portées par des citoyens. Ce n'est pas porté par des entreprises de l'agroalimentaire, c'est porté avant tout par des initiatives citoyennes et soutenues par les villes. Autre nouvelle conception de l'innovation, et ça sera ma dernière conception de l'innovation, c'est une littérature assez récente qui
n'a pas encore été développé dans l'agroalimentaire, mais plutôt dans des secteurs d'activité très innovants, celui du jeu vidéo. Alors, Coandé est un économiste qui est installé aujourd'hui à Montréal, Montréal étant une ville très dynamique. Il a étudié, en fait, il s'est posé la question comment les firmes elles peuvent arriver à explorer cette créativité individuelle qui se trouve en dehors en fait, de ces réseaux très institutionnalisés. Il a proposé un schéma à 3 niveaux. Le upper ground, si vous voulez, c'est le monde formel, c'est celui de l'entreprise. Le monde informel, c'est le underground, c'est là où il y a des nouvelles tendances, nouvelles habitudes qui se construisent, nouvelles envies. Donc en fait, c'est les habitants et puis des associations, des organisations qui vont être un peu moins, qui sont plus informelles qu'un monde organisé de l'entreprise. Et ce qu'il nous dit, ce qui est important, c'est d'arriver à reconnecter ces deux mondes. Et il propose donc de s'intéresser à ce qu'on appelle des structures intermédiaires qui vont être des communautés épistémiques. C'est-à-dire comment on peut créer des communautés dans lesquelles l'entreprise va s'inspirer de la créativité qui se crée dans le monde informel. Ces communautés créatives, en fait, elles ont été étudiées dans une entreprise du jeu vidéo qui est Ubisoft, qui est une entreprise française qui s'est installée à Montréal et qui, en l'espace d'une dizaine d'années, est devenue le 3e groupe mondial d'édition du jeu vidéo. Et cette entreprise est marquée par un changement radical au niveau du management. Elle a incité tous ses employés à fréquenter le plus souvent possible toutes les manifestations citoyennes. Alors, on est dans le jeu vidéo, à fréquenter les salles de concert, les bars, les festivals. Et petit à petit, cette entreprise a même mis en place une organisation qui vise à créer des animations. On a plusieurs festivals qui sont organisés par cette entreprise pour essayer de capter des idées nouvelles. Et ces idées nouvelles, après, il faut arriver à les reconstruire à l'échelle de l'entreprise, qui, elle, est confrontée à une logique productive qui est complètement différente. Mais c'est une source d'inspiration importante. Et donc, je me demandais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe comme expérience de middle ground soutenue par des entreprises agroalimentaires. Donc, quelque part, cette manifestation aujourd'hui de la Fondation Louis Bonduelle, c'est un prémisse. Mais quand on regarde plus étroitement, on voit qu'il y a encore un peu un engouement assez timoré des entreprises de l'agroalimentaire pour soutenir peut-être ce genre de manifestation qui pourtant se développe, notamment en France. Ça a démarré beaucoup aux États-Unis et au Canada, mais on voit en France qu'il y a, par exemple, le Street Food Festival, les Make Fair dans les foires, les concours produits, émissions culinaires. Au Canada, vous avez aussi les prix qui ont été organisés sur les légumineuses, qui ont beaucoup relancé ces légumineuses à graines, avec par exemple un concours dédié sur des recettes de cuisine qui existent depuis plusieurs années. En France et en Europe, vous avez le prix Ecotrophelia, et où il y a régulièrement des prix. Les prix de ces dernières années ont été attribués justement sur des recettes à base de légumineuses à graines. Donc il y a des prémices via le soutien aux événements, mais au-delà de ces événements ponctuels, l'enjeu pour la firme, c'est vraiment d'arriver à maintenir cette connectivité régulière entre le upper ground et le underground. Et là, il y a tout un champ du management de l'innovation qui est à réinvestir, je pense, par l'agroalimentaire et qui pourra peut-être redonner une place aux légumineuses. Donc pour conclure, le problème de la relance des légumineuses, c'est un problème complexe parce qu'il est multidimensionnel. Une clé fondamentale pour moi, réside dans les règles institutionnelles qui fixent les règles d'action collective, mais c'est aussi une reconception des dispositifs d'innovation qui peuvent soutenir peut-être une plus forte innovation sur les légumineuses à graines. Donc vous retrouverez tous ces éléments dans les références que j'ai répertoriées. Et pour vous rappeler qu'en cette année internationale, donc on a eu cet ouvrage de synthèse. C'est également tenu à Dijon la semaine dernière 2 jours de rencontres sur les légumineuses. Et toutes les présentations seront bientôt mises en ligne. Et l'INRA a aussi organisé un dossier presse autour des légumineuses que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'INRA. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-Benoît Magrini pour cet exposé très consistant voilà, qui nous a permis d'avoir plein d'informations à nouveau sur ce thème, ce vaste thème des légumineuses à graines ou légumes secs. On les appelle de différentes sortes. Tout le monde utilise le vocabulaire qu'il souhaite. Alors, est-ce qu'on a une ou deux questions? Alors... Oui, au fond de la salle, monsieur. Vous pouvez vous lever, vous présenter, s'il vous plaît? C'est pour les caméras. Merci beaucoup. Oui, Jean-Marie Boucry, économiste agroalimentaire retraité. J'ai assisté à un phénomène assez banal en France, mais qu'en France, 1 heure sans entendre le mot industrie.
Et puis là, une demi-heure sans entendre rappeler la loi fondamentale de l'agroalimentaire et de la bioéconomie, c'est qu'on casse les matières et on recombine les produits. Il y a un petit problème avec la famille des légumineuses. On aurait pu parler aussi des oléoprotéagineux, comme on a parlé un petit peu du blé. C'est qu'on se trouve face à des graines. Avec le blé, vous séparez la paille, la balle, le son, l'amidon, le gluten. Avec les légumineuses, alors il y a beaucoup des facteurs historiques, voire idéologiques qui ont été rappelés, mais même l'économiste en charge ne pense pas à ce phénomène de base, ne le rappelle pas. Et là, il y a un verrou à faire sauter. Alors, on le connaît bien, ce sujet. Je ne l'ai pas rappelé ici parce que par manque de temps. Effectivement, vous avez aujourd'hui en fait 2 paradigmes technologiques sur la valorisation des légumineuses à graines. Soit vous cherchez à continuer à valoriser la graine entière, donc dans des plats assez traditionnels, on va dire. Soit vous partez sur des stratégies de fractionnement, comme ce qui a été connu sur le blé. Et effectivement, peu de consommateurs aujourd'hui consomment des graines de blé bouilli chez lui, comme on peut cuire des graines de légumineuses chez soi. On mange des gâteaux qui fait de la farine, on mange du pain ou des pâtes. Sur les légumineuses, il y a des industriels qui travaillent aujourd'hui sur le fractionnement. Il y a très connu en France, c'est le groupe Roquette, qui fractionne autant la partie amidon que la partie protéine et qui cherche à valoriser les deux. Et vous avez aujourd'hui des travaux qui sont conduits au sein de l'INRA sur le fractionnement de ces graines. Vous avez la plateforme Improve qui s'est développée en région Picardie, qui cherche justement à développer un service de conseil technologique sur les différentes travaux. Et donc tout ce que j'ai appelé en fait matière protéique végétale, ça regroupe tout ce vocable autour du fractionnement. Vous êtes soit sur des farines, soit sur des isolats, avec différentes voies de transformation par voie sèche ou humide. Donc il y a du potentiel. Et aujourd'hui, justement, il y a un enjeu de réinvestir les domaines technologiques qui ont été appliqués aux céréales pour les légumineuses à graines. Il y a du transfert technologique à faire. Et c'est en cours, ça s'opère chez des industriels. Merci. Donc ce serait encore un autre sujet à traiter. Alors, on a une autre question ici, ou une remarque, 2 questions. Alors, on est un peu pris par le temps, là, si on ne veut pas trop raccourcir la pause. Mais... 2 questions. Alors, un pour la dernière. Les microalgues sont développées par le groupe Roquette, oui. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, ma question initiale était, est-ce que les subventions agricoles ont une incidence sur l'écart de compétitivité entre céréales et légumineuses? Oui, bonne question. Oui. Donc en fait, quand il y a eu les plans protéines qui ont été lancés, il y a eu donc des subventions à la production, donc chez les agriculteurs, pour en fait justement corriger l'écart de rémunération que l'agriculteur pouvait avoir sur ses cultures par rapport à d'autres cultures. Mais avec une orientation du débouché ciblée sur l'alimentation animale. Donc ces subventions, à l'époque, elles ont été mises en place pensant que progressivement, on aurait relancé les apprentissages sur ces cultures, on allait développer cette culture. Le problème, c'est qu'on a vu que le marché de l'alimentation animale n'était pas un marché stable pour incorporer ces graines de légumineuses. Et quand il y a eu la réforme de la PAC au début des années 90, les aides ont diminué et sont devenues beaucoup plus ponctuelles et instables. Donc il n'y a pas de stabilité sur l'aide à ces cultures. Et surtout, ça c'est ce qu'on essaie de défendre au niveau de l'INRA aussi, c'est qu'il n'y a pas que le débouché de l'alimentation animale pour ces graines. Il y aurait à réorienter aussi des aides en faveur du débouché alimentation humaine. Et aujourd'hui, les légumes secs n'ont pas d'aide de la PAC spécifique. Je crois qu'on est un peu pris... Ah non, oui, dernière... Oui, Michel Albertalli, Société Roquette, justement, puisqu'on en parle. Hein. Ils sont là. Je vais me poser une question, vous avez peut-être la réponse. Qui c'est qui consomme des protéines dans le monde? À mon avis, c'est essentiellement et avant tout les animaux, avant les humains, non? Et les animaux, à ma connaissance, ils consomment des protéines issues du soja et essentiellement des céréales. Ça serait bien de le repréciser parce que quand on regarde globalement la consommation des protéines, moi, aujourd'hui, commercial chez Roquette, je me bats tous les jours pour essayer d'avoir de la protéine pour les humains. Mais pour les animaux, le marché est plus que florissant. Tout à fait. Complètement. Rien à ajouter. Et en France, on a eu aussi, en Europe, on a eu aussi la politique des agrocarburants.
ce qui a développé le colza, au départ, le colza et le tournesol. Après, on s'est aperçu qu'ils avaient des vertus, notamment pour leurs propriétés en oméga 3, pour le débouché alimentation humaine. Mais on les a développés au début, et la politique des agrocarburants a permis de dégager de nouveaux tourteaux pour l'alimentation animale. Et ça aussi, du coup, ça a été de donner de la nouvelle matière première en alimentation animale riche en protéines, qui a défavorisé là aussi l'incorporation de ces légumineuses à graines sur le marché de l'alimentation animale. Très bien. Bah, écoutez, on va arrêter cette première session fort intéressante. Merci aux 3 intervenants